tardes. Vamos a comenzar esta quinta sesión del seminario de doctorado del proyecto de investigación Actualidad del Humanismo y la Actualidad del Hombre. Para mí es una gran alegría tener de nuevo aquí a Michelle Cohen-Arimid, que es vieja colaboradora nuestra, con la que hemos dialogado muchas veces a propósito de la antropología de Kant, a propósito de Nietzsche también, de Rousseau, y bueno, de cuyas discusiones, de las discusiones que nos ha propiciado, pues guardamos muy buen recuerdo, ¿no? En esta ocasión lo que nos viene a presentar Michelle tiene todo que ver, es miembro de nuestro proyecto de investigación y tiene todo que ver con una de las líneas de este proyecto, que gira en torno a la concepción de la humanitas del hombre, o la definición de lo humano, que se puede derivar, se puede poner en conexión con la tercera crítica kantiana. Y a su vez esta línea de investigación también pretende establecer las conexiones más o menos visibles de esa idea de la humanidad del hombre, de la humanitas, procedente, por lo menos presente, subyacente a la tercera crítica, con autores del humanismo clásico que van de Cicerón a Maquiavelo, pasando por Vico, llegando hasta Vico, ¿no? La propuesta de Michelle, que nos va a leer, que nos va a presentar en forma de conferencia, una conferencia que Silvia Castro ha tenido la generosidad de traducir y que creo que se está repartiendo entre los asistentes de la sesión, lo que nos viene a presentar tiene todo que ver con la crítica de Nietzsche a lo que podríamos llamar perversión del concepto humboldtiano de Bildung. Nos va a hablar en esta conferencia sobre el diagnóstico de la pérdida de la cultura clásica de este Nietzsche anterior al origen de la tragedia, anterior al 71, este Nietzsche muy joven. De la mano de esa crítica nos vamos a encontrar desde luego con un diagnóstico a propósito de ese estado cultural, del estado que vive de la cultura, pero que también en cierto modo la pervierte, y se nos van a presentar también líneas de lo que podría considerarse pues, el proceso, los procesos de recuperación que ese tipo de estado, ese estado que necesita producir cultura y necesita producirla de una determinada manera, los procesos de subjetivación que ese mismo estado propone y introduce en la sociedad. Toda la última parte del texto, del que no puedo evitar hablar un poco porque lo he leído y me ha entusiasmado, gira en torno a la necesidad de Nietzsche de pensar, de repensar más bien la relación del ser humano con la palabra, con la letra, el cuidado de la letra como una constante que desde luego nos remite a la tradición humanista clásica, pero que de alguna manera tiene como propósito dibujar una salida honrosa de la modernidad, una emancipación de cierta modernidad que desde luego no satisface o no coincide con los fines de la autonomía, de una subjetividad que de alguna manera pretenda ser autoconsciente, ¿no? De modo que de lo que se nos va a hablar esta tarde tiene todo que ver con la humanitas, con las encrucijadas de la humanitas en el siglo XIX, en un siglo XIX que si comienza con Humboldt y con cierta idea de la Bildung que encontramos en este autor hacia los años 80, se convierte o aparece, digamos, como cierto conglomerado, como cierta combinación de liberalismo y de humanismo, pero que desde luego pervierte, distorsiona bastante las coordenadas de desenvolvimiento, de florecimiento incluso de lo humano
que encontramos presentes en los textos de Humboldt. De cierto modo, la tradición de Humboldt parece que forma parte de esta lectura del joven Nietzsche que nos va a presentar Michel. Así que sin más preámbulos, Michel, sabéis que es profesora de la Universidad de Paris West desde hace años. Sin más preámbulos, le doy la palabra, leerá su texto en francés y la discusión pues intentaremos montarla como mejor podamos. Las preguntas pueden ser en español, traducimos, en fin, nos las intentamos arreglar con los conocimientos lingüísticos de unos y otros. Merci. Merci beaucoup, Nuria. Je vous prie de m'excuser si je ne parle pas en espagnol. Je comprends, mais je ne parle pas et j'en ai honte parce que depuis le temps où vous avez la générosité de m'inviter, j'aurais quand même pu faire l'effort d'apprendre l'espagnol. Je vous prie de m'excuser. Et je voudrais remercier tous les membres de cette équipe qui m'ont invité et je voudrais remercier tout particulièrement Nuria et Maria José Calero avec qui finalement nous sommes en dialogue depuis de nombreuses années maintenant et j'espère que ce dialogue va continuer et même s'intensifier du côté parisien. Donc je vous prie de m'excuser si je lis en français, j'espère que vous pourrez me poser des questions en espagnol et que je pourrai vous répondre en français, sans quoi on pourrait avoir comme coïnet l'allemand aussi, c'est une possibilité. Je veux aussi remercier Silvia Castro pour son travail de traduction et aussi pour l'affiche qu'elle a faite, qui est magnifique et très originale et dont j'ai pensé que c'était presque une lecture de mon texte. Parce que le visage de Nietzsche rempli avec des lettres, c'est exactement ce que je pouvais rêver de mieux pour illustrer ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Donc je vous remercie très chaleureusement. Donc j'ai intitulé cette intervention « Le diagnostic du jeune Nietzsche sur la disparition de la culture classique ». Pour entendre les premières critiques adressées par le jeune Nietzsche au philistinisme cultivé de son époque, il importe de ne pas négliger la constitution de l'idiotie Nietzsche. Qui donc est ce jeune penseur incendiaire? D'où viennent les questions qu'il pose et que personne n'a posées avant lui? On répond communément, il refuse le jeu de tous, il n'accepte pas la loi commune, il s'est fait lui-même le porte-parole d'une loi qu'il veut imposer. L'alternative est alors la suivante, soit l'homme n'est que le vecteur fortuit d'une pensée, l'histoire se contractant au point temporel de la nouveauté qui par lui advient, soit au contraire le penseur manifeste le devenir historique de cette pensée en rupture, et la nouveauté n'a plus qu'une fonction d'occultation. Elle n'est qu'un mot mis là où débute notre ignorance de ce qui se passe quand une pensée s'invente. Avec Nietzsche, nous sommes trop souvent confrontés à une pensée séparée de son histoire et de sa mémoire. Il ne s'agit nullement de choisir entre l'œuvre et l'homme, mais d'intensifier la lecture de l'œuvre en acuité, en précision, afin de saisir le fond historique dont elle vient. Il y a en effet une espèce d'habitude de lecture qui procède par abstraction fondatrice et qu'il est nécessaire de contrer. Lit-on Nietzsche et la lecture commence aussitôt par la naissance de la tragédie, sorte de livre météorite où l'auteur s'affranchirait brutalement de tous les maîtres qui l'ont formé, Ritschl, Schopenhauer, pour affirmer son originalité sans pareille. On s'intéresse trop rarement à ce que Jean-Luc Nancy a pu nommer la période pré-tragique de Nietzsche. S'il est vrai que certains textes dits pré-critiques de Kant éclairent immensément la maturation discursive de ce que le philosophe de Königsberg a toujours nommé la critique, pourquoi la période pré-tragique de Nietzsche ne serait-elle pas aussi riche d'enseignements? Une fois encore, il ne s'agit nullement de plonger dans les motivations de l'individu, les accidents de sa biographie et toutes les rencontres contingentes qui jalonnent sa trajectoire. Il importe simplement de trouver les nécessités intrinsèques d'une pensée, nécessités impossibles à découpler de ce qu'est l'histoire et la mémoire d'une pensée qui se met à penser seule. Celui-ci, et il s'agit du souvenir, inhérent dit Nietzsche, le souvenir met en relief. Penser est une mise en relief, ein Herausheben. Pour mieux approcher les nervures, les divisions
divisions, les contradictions, les croisements qui dessinent les formes de la pensée pré-tragique de Nietzsche, il faut comprendre pourquoi le philologue est devenu philosophe et comment la philologie est restée pour lui un enseignement hors enseignement, un exercice hors métier qui innervait sa pratique de la philosophie. Autant dire que la philologie n'a pas été pour Nietzsche une erreur de jeunesse, ni une formation initiale dont il aurait voulu s'émanciper, tout en restant son débiteur. La philologie se poursuit dans la philosophie de Nietzsche, bien au-delà d'un registre strictement disciplinaire. Nous ne disons pas que le problème de la période pré-tragique de Nietzsche est ainsi résolu, au contraire, il est déterminé comme problème. Quelles préoccupations, quelles méthodes, quelles exigences la philologie a-t-elle imprimées à la pratique philosophique nietzschéenne? Quelle part de contrainte la philologie a-t-elle imposée à la philosophie et inversement? Négliger l'idiotie du penseur conduit trop souvent à éviter le problème de l'inscription continue de la formation philologique dans la pensée nietzschéenne. Aussi ce problème sera-t-il proposé ici comme un détour qui, depuis le rapport du philologue à la Bildung et à la culture humaniste, conduira au rapport ultérieur du philosophe à l'humanisme. En un mot, l'analyse du rapport de Nietzsche à l'humanisme est tronquée selon nous lorsqu'elle fait abstraction de la période pré-tragique de Nietzsche et de sa conception de la Bildung inhérente à toute formation philologique classique. Nietzsche philologue et philosophe. Première partie, il y en a deux. Nietzsche n'a pas rédigé de doctorat de philologie, il a obtenu un poste de professeur extraordinarius, stagiaire, puis ordinarius, titulaire, de philologie classique à l'université et au Pädagogium, établissement secondaire de Bâle, en février 1869, sur la seule estimation de ses publications dans le Rheinisches Museum für Philologie. Son maître, Friedrich Ritschl, écrivit ceci dans sa lettre de recommandation destinée à soutenir le jeune candidat à la chaire de philologie à Bâle. Parmi tant de jeunes énergies qui me sont passées sous les yeux depuis 39 ans maintenant, je n'ai jamais connu, jamais poussé, par tous les moyens dont je disposais, à travailler dans ma discipline un jeune homme qui, aussi précocement et aussi jeune, fut aussi mûr que ce Nietzsche. Ses essais pour le Rheinisches Museum furent écrits pendant les 2e et 3e de ces 3 années à l'université, et c'est le premier étudiant de qui j'ai accepté des articles à publier. Si Dieu lui prête longue vie, ma prophétie est qu'un jour il se trouvera au premier rang de la philologie allemande. Pour le moment, il a 24 ans. Fort, actif, sain, vigoureux de corps et de caractère, exactement fait pour s'imposer à des natures comme la sienne. Il est l'idole, et sans le vouloir, le chef de file de tous les jeunes philologues ici à Leipzig. Vous direz que je décris une sorte de phénomène? Eh bien, c'est en effet le cas. Pendant ces années d'études, de 1866 à 1869, Nietzsche a publié des textes remarqués dans le Rheinisches Museum für Philologie, notamment sur Théognis de Mégare, Simonide et Diogène Laërce. La philologie apparaît très clairement comme une méthode de lecture et de critique qui permet de porter au jour la cohérence d'un texte et d'en établir ou d'en rétablir l'édition. Le regard n'est plus adhérent à ce qu'il lit, il soupçonne des suppressions ou des ajouts, il cherche le principe du texte par-delà sa surface littérale, il reconduit en arrière de ce qui se donne à lire vers ce qui motive le dit à travers des répétitions ou des mots caractéristiques. Les mots n'indiquent pas toujours le sens, ils sont parfois là à la place du sens. Pire encore, ils sont quelquefois la trace ultime d'un effacement, comme le découvre Nietzsche dans son travail de 1867-1868 sur les écrits de Démocrite, écrits que Platon voulait brûler et qui, hormis quelques témoignages doxographiques, sont restés perdus pendant des siècles. Le texte est parfois le fantôme holographique d'un discours perdu, et le philologue confronté à lui produit une métacinétique des horizons de sens possibles. Ce travail, solidaire d'un véritable art de lire, est impossible si le philologue cultive des compétences exclusives. Car l'histoire, l'archéologie, la maîtrise des langues grecques et latines, la connaissance des cultures grecques et latines, ainsi qu'une familiarité approfondie avec la littérature de ces cultures sont essentielles à la possibilité d'une telle édition, c'est-à-dire d'une telle mise au jour des textes.
grâce à un apparat critique complet dont on mesure quelle encyclopédie de savoir elle enveloppe, il devient possible de lire l'archéologie d'un texte. Une stratification des énoncés qui dévoile comment la construction dernière du texte a progressé selon des plans, des dénivelés, des interpolations, des ajouts, des omissions que certains commentaires inattentifs ont accordé, auxquels certains commentateurs inattentifs ont accordé crédit. Accéder à cette archéologie requiert le temps et la patience d'acquisition de très nombreuses connaissances, mais aussi et surtout, Nietzsche y insiste, une méthode. Je le cite dans une lettre à Paul Deussen, « Nos études philologiques présentent cette particularité que pour y connaître du nouveau, pour trouver une méthode qui ouvre des voies neuves, il faut en même temps un certain degré de savoir et de pratique, c'est-à-dire d'expérience et d'exercice. Avoir par conséquent beaucoup appris et digéré, mais plus encore cherché, combiné, découvert. Voilà qui exige du temps, beaucoup de temps. Le temps de l'expérimentation comme celui de la digestion des nombreuses connaissances acquises s'associe à l'exigence d'une méthode qui est la condition d'ouverture d'horizons de sens nouveaux. Et cette exigence de méthode était la véritable caractéristique de la philologie enseignée par Ritschl. Reste qu'au sein de la science de l'Antiquité, Altertumswissenschaft, qui est devenue la philologie, emportée par l'historicisme dominant du XIXe siècle, Nietzsche éprouve très tôt un certain malaise. Une asthmatique érudition s'est emparée des philologues, dont les connaissances historiques, en vertu d'une évolution positiviste irrépressible, tentent à devenir des fins en soi. À cette science historique érudite à laquelle tente à se réduire la philologie, il manque non seulement une vision d'ampleur, la métacinétique des horizons de sens, sans laquelle la lecture devient myopie et collection vaine de détails, mais surtout une ambition de Bildung, c'est-à-dire une visée d'éducation humaniste. Les critiques de Nietzsche à l'égard du travail de taupe des philologues de son époque deviennent très vite virulentes. Je le cite dans une lettre à Erwin Rodel. « À présent que je revois de près la grouillante engeance des philologues de notre temps, que jour après jour il me faut observer leur travail de taupe aux bas-joues rebondis et aux yeux aveugles, leur joie à capturer un ver de terre et leur indifférence à l'égard des véritables, des urgents problèmes de la vie, et cela non seulement dans les jeunes couches, mais aussi chez les anciens, ceux qui ont achevé leur croissance, lors je saisis que ni toi ni moi, si nous restons fidèles à notre génie, nous n'avancerons dans l'existence sans rencontrer toutes sortes d'obstacles, sans nous heurter à toutes sortes de traverses. Quand l'homme ne se réduit pas au philologue, la susdite engeance commence à s'ébahir d'un tel miracle, ensuite elle se fâche, et finalement elle égratigne, aboie et mord. Nietzsche oppose ainsi très tôt les philologues professionnels, c'est-à-dire les taupes, aux véritables promoteurs de l'humanisme ou encore aux représentants d'une philologie de l'avenir. Cette opposition est contemporaine du moment où Nietzsche travaille sur l'authenticité des écrits de Démocrite, découvre l'histoire du matérialisme de Friedrich Albert Lange, tout cela après avoir éprouvé à l'automne 1865 le choc de la lecture du monde comme volonté et représentation de Schopenhauer. Ainsi, la vision de l'Antiquité, la finalité de la Bildung, c'est-à-dire de la formation et de la transmission d'une tradition humaniste qui font défaut aux philologues professionnels, se déplace-t-elle, sans faire l'impasse sur ce déplacement même, vers une formulation philosophique des urgents problèmes de la vie et de l'homme que la philologie de l'avenir devra désormais assumer. La dénonciation des taupes ne perd pas de vue son véritable enjeu. Cet enjeu, la vie et la Bildung de l'homme, constitue le point où se produit le nouage nietzschéen de la philologie et de la philosophie, nouage tel que le jeune professeur Ballois envisage un temps de rédiger un doctorat de philosophie plutôt que de philologie sur l'idée d'organique chez Kant. Nietzsche ne cherche pas anarchiquement un sujet de thèse. Il s'enfonce dans une expérience radicale où il pousse la philologie à s'associer à la philosophie pour se transformer par elle et retrouver un rapport vivant, formateur à l'Antiquité et interroger peut-être de nouveau, comme le fait Kant dans la critique de la faculté de juger, la finalité propre à la réflexion. La critique de la faculté de juger ne montre-t-elle pas que réfléchir, c'est extraire l'intelligible du sensible en gageant, par le principe a priori de la finalité, qu'une telle tâche n'est pas vaine.
La confiance dans le caractère non vain de cette tâche, que supporte une forme de pari kantien sur la finalité de la nature, présupposition particulière et étrange de notre raison, écrit Kant à son élève Beck le 18 août 1793, ne définit-elle pas à elle seule le conatus au jugement, c'est une formule de Béatrice Lowndes, qui meut toute recherche quand l'objectivité n'est pas encore constituée. Kant n'exhibe-t-il pas ainsi le moteur de la recherche de connaissance à laquelle manque le concept et qui doit donc s'orienter en faisant fond sur son propre principe transcendantal? Le philosophe critique ne signifie-t-il pas en somme qu'il faut pouvoir investir la nature entière d'un sens pour pouvoir commencer à y chercher du sens? Ce qu'il découvre, c'est que tout être, c'est donc une citation de Weil dans les problèmes kantiens, ce qu'il découvre, donc Kant, c'est que tout être des choses ne se comprend qu'à partir d'un sens existant, réel, antérieur à tout fait et à tout donné, parce que fait et donné ne se révèlent qu'à celui qui les interroge dans sa propre quête du sens. Transposer de la nature au texte, la présupposition particulière et étrange de Kant, ainsi que son analyse radicale de l'être propre du sens, intensifie le nouage entre la philosophie et la philologie. Le jeune Nietzsche est en train de vivre ce nouage comme une nécessité dans une époque où la prétention de la philologie à la scientificité et à l'objectivité historique fait perdre de vue toute idée directrice, toute perspective, c'est-à-dire toute signification. Et cet être propre de la signification que la critique de la faculté de juger met à nu, Nietzsche n'ignore pas non plus qu'il s'articule chez Kant à une espèce de gai savoir, de plaisir pris à l'activité transcendantale des facultés de connaître. La fin de la réflexion et celle de la vie de l'esprit, du Gemüt, sont indissociablement mises en jeu dans la troisième critique. Cette indissociabilité forme le cœur de ce qui est alors propre à permettre de nommer l'humanisme du jeune Nietzsche. Ce dernier, en effet, n'a pas envisagé par hasard de rédiger son doctorat de philosophie sur ce livre kantien, dont la correspondance publiée de Goethe et de Schiller ne cessait de dire l'urgence de la lecture. Je cite un passage de Karl Reinhardt sur la philologie classique et sur Nietzsche. Non que Nietzsche, dans l'essentiel de son travail, soit un humaniste, et pourtant, une méditation de l'humanisme sur lui-même, capable d'en atteindre les racines profondes, ne pouvait venir que d'un philologue, doublé de ce philosophe qui allait déchirer les voiles qui entouraient son époque. Nous ne servirons l'histoire que dans la mesure où elle sert la vie. Nulle devise plus humaniste que cette phrase de la deuxième considération intempestive, intitulée de l'utilité des inconvénients des études historiques pour la vie. Ce que Nietzsche appelle vie, toutefois, désigne un concept inconfortable, exigeant de celle-ci. C'est donc autour d'un concept encore opaque de vie que se noue chez Nietzsche le lien profond de la philosophie et de la philologie. Lien pour lui désormais impossible à défaire et dont il fait l'aveu à son maître Ritschl dans une lettre du 26 mai 1868. Le paradoxe de cette alliance est celui de l'identité infinie. Le concept d'identité infinie est préférable à la métaphore du centaure utilisée pourtant par Nietzsche. Car l'association de la philologie et de la philosophie ne compose pas ces éléments partes extra partes, mais produit leur coalescence. La composition devient co-naissance. Je cite Nietzsche. À présent, science, art et philosophie croissent en moi simultanément, au point que, de toute manière, j'engendrerai quelque jour un centaure. On comprend que s'annonce une idiosyncrasie monstrueuse. Car s'il est vrai que Nietzsche trouve dans la philosophie, c'est-à-dire dans ses lectures décisives de Schopenhauer et de Lange, puis dans son projet de doctorat sur Kant, une possibilité de sortir du dilemme entre la science et la classicité en maintenant la philologie inscrite dans la perspective de la vie, il n'en est pas moins vrai que la vie n'est alors qu'une notion écran, qu'une trace signifiante de lecture multiple, oscillant entre l'animation Belebung transcendantale de l'esprit, Gemüt chez Kant, la vie du vitalisme schopenhauerien et le matérialisme antique, mais qui va devenir plus tard, avec l'hypothèse de la volonté de puissance, ceux-là même qui, par elle,
pourra être signifié. On a donc deux composants au lieu d'un seul. Le philologue se veut encore classique tout en étant devenu philosophe. La métaphore du centaure donne à saisir que l'un est deux. Une césure organise l'élémentaire qui de ce fait reçoit le statut d'être un entre-deux. Nietzsche n'est plus philologue comme ses contemporains, lesquels sont moins des philologues classiques que des historiens érudits, césure donc par rapport à eux, mais il veut être encore l'adepte d'une philologie classique qu'il projette dans de nouvelles possibilités à venir. Cet entre-deux que la philosophie entretient par la jointure écran de la vie crée la formule quasi abstraite de l'extrait du monstrueux, par conséquent du centaure. Nietzsche donne à comprendre qu'il faut moins cerner en lui une unité de pensée qu'une conspiration constante et son devenir. Un entre-deux infiniment coalescent. Il faut donc suivre tous les chemins du réseau des textes, des esquisses, des brouillons, des projets abandonnés, des plans, tous les fils de l'écheveau pour saisir dans cette époque pré-tragique la condition de naissance et les enjeux à venir du lien indissoluble de la philologie et de la philosophie. Par chance, la pensée de Nietzsche est ainsi faite que sans cesse et d'un seul mouvement, elle se parle d'elle-même. Le deux en un, le philologue-philosophe dit ses lectures, confie ses pensées, leur formation, transformation à ses amis les plus chers, en particulier à Rode. De sorte que le lecteur dispose d'un discours suivi sur l'organisation et interne à l'organisation même de la pensée, qui est de nature à rendre déterminable la tâche infinie. Que lit Nietzsche? Quelles sont les lectures qui le marquent et le bouleversent? Qu'attend-il de ces lectures? Quelle est la loi transversale de son devenir centaure? Pour saisir cette loi et répondre à ces questions, il y a deux démarches possibles. 1. Au niveau du pivotement de la conscience historico-philologique de Nietzsche qui perçoit l'épuisement de l'idéal classique de la Bildung. C'est à ce niveau que se situent les premières réflexions importantes du jeune professeur Ballois sur les mutations de l'enseignement et sur la disparition d'un certain type d'homme. C'est là, par conséquent, que peuvent s'appréhender ces positions premières relatives à l'humanisme. Deuxième perspective, au niveau de l'articulation forte entre un diagnostic sur les pathologies du présent et une compréhension renouvelée des Grecs tragiques. C'est à ce niveau que s'impose à la fois le concept d'inactualité et l'attention à la figure grecque du philosophe médecin. Ces deux niveaux d'analyse montrent, s'il en était besoin, qu'un penseur n'est pas inventif par pur enthousiasme. Il y a exemplairement dans la création intellectuelle du jeune Nietzsche un savoir mélancolique qui couve et mûrit lentement, certainement doublé de la conscience d'une perte de la réalité, perte paradoxalement caractéristique des historiens philologues, et d'une nécessité impérieuse de penser la réalité autrement. Cette nécessité impérieuse, Nietzsche en livre une version explosive, puisqu'il annonce plus d'une fois dans ses correspondances qu'il faut désormais choquer ou initier quelque chose, je le cite, de vraiment révolutionnaire, en devenant, je le cite, un être de vérité tout à fait radical. Deuxième partie de l'exposé. L'idéal de Bildung, un humanisme à rebours ou un changement de politique. Discipline maîtresse de la formation au lycée, puis depuis la réforme de l'enseignement par Humboldt, lequel en 1809-1810 institutionnalisa l'étude des langues anciennes, surtout du grec, ainsi que l'étude de l'Antiquité, la philologie classique permettait de saisir les contours d'un humanisme philologique auquel le jeune Nietzsche était très attaché. Cet humanisme philologique, Humboldt l'avait défini dans Über das Studium des Altertums und des Griechischen insbesondere. Et il en avait résumé l'enjeu pédagogique fondamental dans une lettre du 21 janvier 1793 adressée au philologue Wolf, qui fut son maître avec Heine. Je le cite. « Que le but final, Endzweck, de l'étude de l'Antiquité soit la connaissance de l'humanité dans l'Antiquité, ce sont vos propres paroles, et que cette connaissance contribue tout particulièrement à la formation, Bildung, d'un beau caractère humain, vous n'en doutez certainement pas. » Le projet de Humboldt réunissait 4 fins qui devaient contribuer à l'unification de la nation allemande, puisqu'en droit, la Bildung était destinée à tous les lycéens
et remettait implicitement en cause un ordre social fondé sur la naissance. 1. Porter l'individu à un plein épanouissement. 2. Préférer le développement des capacités de connaître à la simple transmission des contenus de savoir. 3. Achever d'affranchir l'enseignement secondaire de la tutelle théologique, en privilégiant l'étude du grec sur celle du latin. 4. Donner à l'enseignement des langues une ampleur telle que celle-ci excède l'apprentissage de la grammaire pour ouvrir à la lecture des œuvres et à la compréhension des auteurs. L'apprentissage de la lecture devait initier à une expérience par où l'existence s'impliquerait toujours davantage dans l'acte de comprendre et ne devait surtout pas se réduire à un déchiffrement aveugle ou, inversement, au pur développement d'un savoir érudit. Ce projet d'une éducation égalitaire, qui ne visait nullement à former une nouvelle classe de privilégiés et qui faisait de la nation son lieu d'expansion sous l'autorité d'un État implicitement voué à être libéral, était soutenu par la bourgeoisie qui, au début du XIXe siècle, entendait constituer un nouvel ordre social et politique. Destinée au lycée, cette réforme gagna à l'université. Elle acheva ainsi d'amplifier sa dimension politique d'homogénéisation de la nation allemande et fit véritablement de l'étude de l'Antiquité et de l'enseignement des langues les vecteurs d'une transmission axiologique à prétention universelle. Au début du XIXe siècle, c'est un historien du XIXe siècle allemand, au début du XIXe siècle, l'humanisme et le libéralisme ne sont pas dissociables. Reste que, dès le milieu du siècle, la synthèse entre l'humanisme philologique et le libéralisme bourgeois que Humboldt avait opéré grâce à la transformation du concept de Bildung se trouva ébranlée par les débuts de l'industrialisation et l'émergence de nouvelles classes sociales exclues de la nation, notamment la classe ouvrière. Dans ce même tournant du XIXe siècle, Lorenz von Stein, le sociologue, le disciple de Hegel et l'inventeur de l'expression « mouvement social », prédit cet ébranlement. Je le cite. « Là où surgit la Bildung, là se trouve donné le commencement des idées sociales. Là où elle grandit, celle-ci progresse pour devenir le principe de l'égalité. Là où cela vient à la conscience de la condition ouvrière, cela s'élève finalement inébranlablement au plus haut dans l'idée de démocratie sociale. Ce serait cécité que de ne pas voir cette nécessité, ce serait bêtise que de vouloir la combattre directement. » La querelle des anciens et des modernes ressurgit alors et se déclina en querelle des humanistes, idéalistes, formalistes bourgeois, et des réalistes, matérialistes, utilitaristes. Cette répétition et ce déplacement prirent la forme d'un débat culturel et politique auquel participa très activement une presse en plein essor. Les réalistes reprochèrent à la formation humaniste d'être inutile et de ne pas répondre aux exigences d'une société et d'une économie moderne. La bourgeoisie, pourtant formée par la culture humaniste humboldtienne, renia sa propre formation sans voir le danger d'une réduction de l'éducation à des fins sociales utiles. Ernst August Evers, recteur d'une école cantonale, définit cette réduction de la Bildung à l'utilité sociale, je le cite, comme un dressage aux besoins en vue du seul présent, tandis que d'autres dénonçaient sans relâche l'inutilité du latin et du grec par rapport à l'apprentissage de la langue allemande. Ce mouvement général de contestation très violent trouva des renforts hétérogènes tant du côté de l'Église et des conservateurs que des nationalistes qui accusèrent les humanistes d'avoir des desseins transnationaux ou internationaux. Enfin, la distance que Humboldt n'avait pas ignorée entre l'État garant de la Bildung et l'État réel ne cessa de s'accuser jusqu'au moment où, le 1er mai 1889, Guillaume II fit du combat contre la social-démocratie sa tâche prioritaire. Le 4 décembre 1890, un décret impérial ordonna de mettre l'enseignement de l'allemand au cœur de l'éducation. L'humanisme et le libéralisme économique étaient devenus incompatibles depuis le tournant du siècle, au point que Nietzsche, à la différence de Humboldt, ne pouvait plus concevoir un État favorisant la moindre éducation émancipatrice. Je cite Nietzsche. « L'État veut attirer à lui des fonctionnaires utilisables le plus tôt possible et s'assurer par des examens excessivement contraignants de leur docilité inconditionnelle. » Et Nietzsche ne pouvait pas davantage concevoir une société bourgeoise sans y pressentir les premiers craquements qu'introduisait dans son apparence encore lointainement éclairée ou humaniste, ce qu'il nomme cette peau de culture moderne,
l'organisation industrialiste du travail qui regroupait ou multipliait les classes sociales selon la croissance ou la décroissance de besoins de plus en plus diversifiés. Dire que Nietzsche, témoin de cette mutation considérable de la fonction des établissements d'enseignement, Bildungsanstalten, fait l'épreuve d'une profonde mélancolie et que sa lucidité mûrit cette détresse ne permet pas encore, loin s'en faut, de le reléguer du côté d'une position réactionnaire. Il conçoit en effet ses conférences sur l'avenir de nos établissements d'enseignement comme une gigantesque contre-offensive. Je le cite. « Je prépare une grande adhortatio à toutes les natures que n'a pas encore totalement étouffées et englouties le temps présent. » Mais cette contre-offensive ne suffit pas non plus à constituer la preuve d'une position progressiste. Elle porte plutôt le jeune Nietzsche au seuil d'une rupture avec la profession de philologue, vers une intégration de la philologie à une conception nouvelle, radicale, de l'interprétation et du langage, que va déployer vérité et mensonge au sens extramoral. Pour comprendre cette position de seuil autour de laquelle gravitent de nombreux textes pré-tragiques et tragiques, et mieux appréhender la situation de Nietzsche confrontée à la transformation sociale et politique des fins humanistes de la philologie, il faut revenir à son diagnostic sur la Bildung moderne. Ce diagnostic est structuré selon deux perspectives majeures. La première perspective dresse le bilan des mutations de l'enseignement. Et ce bilan lui-même se ramasse sur le concept de travail. L'organisation industrialiste de la société bourgeoise impose une nouvelle manière de penser la puissance et la valeur à partir du travail. Je cite Nietzsche. « Nous autres modernes avons sur les Grecs l'avantage de posséder deux concepts qui nous servent en quelque sorte de consolation face à un monde où tous se conduisent en esclaves et où pourtant le mot esclave fait reculer d'effroi. Nous parlons de la dignité de l'homme et de la dignité du travail. Tous s'échinent à perpétuer misérablement une vie de misère et sont contraints par cette effroyable nécessité à un travail exténuant qu'ensuite l'homme regarde ébahi comme objet digne de respect. » Pour Nietzsche, la mutation de la Bildung doit nécessairement conduire à s'interroger. Dans quelle mesure suis-je impliqué dans cette société qui rend désormais équivalente la dignité du travail et une vie de misère? Suis-je bénéficiaire? Suis-je le bénéficiaire, la victime ou la dupe de cette mise en équivalence qu'il faut comprendre comme un renversement axiologique? Les Grecs, en effet, n'avaient pas besoin de mystifier les esclaves en valorisant leur misère par l'ennoblissement du concept de travail. Le travail était à leurs yeux un avilissement et une nécessité, mais non pas une valeur. Le sentiment que suscitait chez eux cet avilissement des esclaves au bénéfice d'une classe privilégiée, et je cite Nietzsche, d'un nombre restreint d'Olympiens occupés à produire de l'art, était, dit Nietzsche, je le cite encore, un sentiment de honte plein d'ambiguïté. La dignité du travail procède donc de l'État chrétien, de la civilisation romane, qui ont fait du travail une valeur et de l'existence par le travail une valeur en soi. La question de savoir ce qui est vrai ou faux, juste ou injuste, ne peut plus être déliée de notre implication dans une vie sociale qui promeut l'esclavage en dignité de l'homme. En un sens, toute la manière de penser et d'écrire de Nietzsche va s'ancrer dans ce problème. La première formulation de ce problème est indissociable d'une forme de culpabilité que Nietzsche expose à son ami Gersdorff dans une lettre du 21 juin 1871, écrite à l'annonce de la fausse nouvelle de l'incendie des Tuileries par les communards. Je cite. « Si nous pouvions une fois avoir une conversation personnelle, nous serions d'accord pour constater justement de quelle manière, à travers ce phénomène, notre vie moderne, pour mieux dire, toute la vieille Europe chrétienne et son État, mais avant tout la civilisation romane aujourd'hui partout dominante, trahit l'immense dommage dont souffre notre monde. De quelle manière, tous tant que nous sommes, avec notre passé, nous sommes responsables de l'apparition de tels actes de terreur. En sorte que nous devons être bien loin de nous targuer de notre valeur pour n'imputer qu'à ces malheureux le crime d'un combat contre la culture.
Je sais ce que cela signifie, le combat contre la culture. Lorsque j'ai entendu dire que Paris brûlait, je suis resté quelques jours complètement anéanti, livré aux larmes et aux doutes. Toute l'existence d'un savant et d'un philosophe artiste m'a paru comme une absurdité, dès lors qu'un seul jour pouvait faire disparaître les plus magnifiques œuvres d'art, voire des périodes entières de l'art. Je me cramponnais avec sérieux et conviction à la valeur métaphysique de cet art qui ne saurait exister en vue des pauvres hommes, mais doit remplir de plus hautes missions. Si grande pourtant que fût ma peine, il m'était impossible de jeter la pierre à ces criminels qui n'étaient à mes yeux que les instruments d'une faute générale, laquelle nous donne beaucoup à penser. Il y a en effet beaucoup à penser. Nietzsche croise deux explications qui compliquent la question de la responsabilité. 1. Les malheureux, leurs actes de terreur, se trompent d'adversaire quand ils s'en prennent à la culture. Car l'émancipation ne se gagne nullement par la destruction de l'art. L'art n'est pas la cause de la misère sociale, il est même indifférent à elle. Nietzsche affirme savoir ce qu'est un véritable combat contre la culture. Paradoxalement, c'est un combat pour défendre la puissance ahistorique, anachronique, hétérochronique, utopique, métaphysique de l'art, comme sa capacité à sublimer les désirs pour les transmuer en force autonome. 2. Les malheureux assument une faute dont ils ne sont pas responsables. Leur apparition en incendiaire des Tuileries correspond à l'angoisse qu'éprouve devant la production celui qui en est séparé. C'est la peur du réveil des masses opprimées. Celui qui voit venir l'incendie et qui redoute la dévastation pourrait croire que la menace vient des travailleurs et non de cette totalité sociale et politique qui l'a séparé d'eux. L'anarchie chaotique produite par la société industrielle qui domine les rapports de travail entre les hommes s'exprime, montre subtilement Nietzsche, par le transfert de la culpabilité sur les victimes. En outre, dès lors que la culture moderne sert le travestissement de la misère par son ennoblissement, dignité, valeur, elle ne peut plus être considérée comme indifférente à la vie des malheureux. Elle doit au contraire assumer sa responsabilité. Elle sert à produire une fausse conscience. Si donc les malheureux représentent une menace, ce n'est pas par leur déni, c'est plutôt parce qu'ils ripostent à l'injustice qui met leur existence en péril. L'aveuglement qui fait que le sujet ne voit pas est lui aussi de nature objective. Marx diagnostiquerait que c'est l'idéologie de classe. Nietzsche fait le même diagnostic, mais dans une autre langue. Dans sa lettre à Gersdorff, il conclut sans détour « Nous sommes responsables ». Dans la rigueur implacable de son analyse, Nietzsche ne s'épargne aucune culpabilité. N'avons-nous pas laissé l'État de la vieille Europe chrétienne produire l'illusion, l'hypocrisie d'une culture qui ne connaîtrait pas d'inégalité sociale? N'avons-nous pas laissé la culture elle-même contribuer à la production de l'illusion? Mais cette culture moderne qui collabore à la production par l'État d'une vaste mystification n'est-elle pas en retour assujettie aux fins sociales de l'État? Et cet assujettissement ne s'est-il pas accusé dès lors que ces fins ont été déterminées, je cite Nietzsche, par une aristocratie d'argent égoïste, qui a soumis au seul arbitrage économique les malheurs sociaux et les fins de l'éducation, autant dire leur abandon conjugué. C'est à partir des questions soulevées par cette culpabilité que s'impose à Nietzsche le vrai problème de la culture humaniste. Comment maintenir un idéal de Bildung dans une époque qu'il a abandonné, pire, qu'il a corrompu et perdu en l'utilisant comme leurre, jusque dans la déviation, je cite Nietzsche, de l'instinct de l'État en instinct financier. Maintenir cet idéal perdu et corrompu, n'est-ce pas se rendre coupable de soutenir une culture dont la classe pauvre est privée et qui fomente elle-même la violence qu'elle dénonce, puisqu'elle entend priver la classe pauvre de sa conscience de privation? On voit souvent colporter l'image d'un jeune Nietzsche fasciné par la métaphysique d'artiste schopenhauerienne et fustigeant de manière réactionnaire, voire cynique, la rébellion des communards. Rien n'est plus simpliste et faux. Si Nietzsche, en effet, refuse, je le cite, de jeter la pierre aux insurgés,
c'est en vertu d'une lucidité suraiguë qui lui rend urgente la nécessité de poser le problème de l'éducation dans des termes affranchis de toute référence à l'État. C'est aussi en vertu d'une solidarité avec les malheureux et leur exigence de repenser la justice. Sous le coup de cette demande révolutionnaire de justice, Nietzsche se verra plus tard conduit à considérer la corrélation de la culture et de l'esclavage. Vouloir la culture, est-ce vouloir l'esclavage? Peut-on élargir la culture à tous? Que devient la culture si l'esclavage est supprimé? Posée hors du champ historique de l'État chrétien, sans pour autant que la question même de l'État soit suspendue, ces questions vont ouvrir aux jeunes philologues un nouvel horizon de réflexion, où la lecture de Burckhardt sera appelée à jouer un rôle décisif. Cette lecture lui permettra en effet de démonter, désarticuler toutes les substructures politiques que le langage moral chrétien a produites. Dignité, valeur en soi, mais aussi de manière spéculaire, culpabilité, honorabilité, et qui ont servi à pérenniser une domination de classe et une grégarité servile quand il faut penser la domination en soi et sur soi-même, les pulsions se soumettant d'autres pulsions, selon le sens classique de la Bildung, plutôt que la domination de certains individus sur d'autres individus. 2. La seconde perspective ouverte par le diagnostic nietzschéen relatif à la fin de la Bildung dans la société bourgeoise moderne concerne plus spécifiquement la philologie. Les philologues historiens n'ont pas moins que les malheureux esclaves contemporains assimilé le travail à une valeur. Le non-sens de leur érudition dénuée de vision large, leurs efforts de taupe sont censés être rédimés par la dignité du seul labeur. Ce qui touche la philologie suscite par ricochet des questions larges. Dans un monde de culture exsangue, nivelé, dominé par l'instinct financier, que lit-on? Qu'écrit-on? Comment lit-on? À quel type d'expérience correspond le rapport moderne au livre? Nietzsche approche ces questions à partir des transformations de l'éducation. Il observe 3 phénomènes nouveaux. A. L'exacerbation de l'individualisme. Je le cite. La science à l'ère de l'entreprise devient puissance et sphère d'action de la personne. Non, pardon, c'est Karl Reinhardt qui parle là. La science à l'ère de l'entreprise devient puissance et sphère d'action de la personne. Il n'est pas jusqu'à la méthode qui ne devienne enfin une expansion de la force la plus individuelle. De manière micrologique, Nietzsche remarque que l'exercice couronnant la culture du lycéen, la composition allemande, die Deutsche Arbeit, est devenu un appel à l'individu, un appel an das Individuum, et que le tour personnel donné à l'analyse des textes est valorisé au titre de l'originalité et du développement de la libre personnalité. Je cite Nietzsche, nos élèves apprennent à parler de notre unique Schiller avec une supériorité puérile. Cette supériorité puérile procède fondamentalement de l'illusion, d'une autonomie du jugement, autonomie supposée donnée et non pas constituée par les strictes contraintes d'un apprentissage de la langue et de la lecture des auteurs. B. Le second phénomène observé par Nietzsche est corrélatif du premier. Il résulte de cette mystification par la liberté de juger, libre expression de la personnalité, que les supériorités puériles de chaque élève, se confondant dans la pauvreté de leur originalité, qu'on peut présumer commune, concourent à la production, je cite Nietzsche, d'une médiocrité uniformisée. L'éducation à l'ère industrielle crée, je cite Nietzsche, des hommes courants, comme on parle de monnaie courante. Ces hommes courants ne sont rien d'autre que la masse des travailleurs et des consommateurs dont l'État industrialisé a besoin. Si la culture antique reposait sur l'esclavage, la disparition moderne de la culture classique produit une espèce nouvelle d'esclavage. Le peuple tout entier réduit à une masse laborieuse et consommatrice. Ces esclaves ne connaissent plus ni maître, la totalité sociale et politique ne les distingue pas des autres travailleurs, ni autorité, ni tradition. Le succès grandissant des journalistes, que Nietzsche appelle les maîtres de l'instant, est le symptôme révélateur d'une existence collective déliée de la chaîne des temps et rivée à un présent lui-même atomisé en micro-événements. La segmentation du temps en instants évanescents
La disparition de toute fin dans l'accomplissement du travail constitue la meilleure des polices sociales. Quant à l'idée de transmission, de formation, de modelage du jugement et de la personnalité qui est consubstantielle à l'idée de Bildung, elle n'est tout simplement plus d'actualité. Qu'est devenu l'éducateur? Je cite Nietzsche. Une bouche qui parle, beaucoup d'oreilles et moitié moins de mains qui écrivent. Voilà l'appareil académique extérieur, voilà la machine à culture de l'université mise en activité. Pour tout le reste, le possesseur de cette bouche est séparé et indépendant des détenteurs des nombreuses oreilles. Et cette nouvelle et cette double autonomie est louée avec exaltation sous le nom de liberté académique. Ce qui d'emblée préoccupe Nietzsche est à la fois la diversité des formes de l'esclavage, les substructures langagières qui le supportent, dignité, valeur, liberté, mais aussi cette nouvelle idole qui est devenue l'État. L'État culturel, je cite Nietzsche, l'État mystagogue de la culture, qui s'est accaparé la culture pour la soumettre à ses fins politiques et économiques en réduisant le peuple à une masse aliénée de travailleurs et de consommateurs. Cette masse pourrait bien un jour se passer tout à fait de la culture pour consommer son bonheur sans délai. Telle est, ironise Nietzsche, l'actualité de la question sociale. La barbarie des acculturés achèverait en l'accomplissant la barbarie de la culture générale. Le dernier stade de l'effondrement de la culture classique, pronostique Nietzsche, n'est peut-être pas encore atteint. On peut alors penser au fameux livre « Professor Unrat », où Heinrich Mann trace le portrait d'un professeur de philologie de la fin du XIXe siècle, nommé Rath et surnommé Unrat, fumier, ordure, par ses élèves. Ce professeur de philologie, qui ignore tout de la vie et qui rédige une thèse sur les particules chez Homère, est l'objet d'une risée générale et féroce. Il meurt du cauchemar qui est devenu son nom. Unrat est donc le corps symptomal d'une époque qui disparaît corps et biens sous un autre monde, lequel s'impose par un philistinisme potentiellement barbare. Ce dont témoigne le symptôme n'est pas tant d'une maladie essentielle, une inaptitude à la vie, qui est un effet secondaire, c'est de ce déphasage de deux époques qui constitue véritablement la maladie du corps historique. Unrat habite la déréliction comme un corps perdu, son état impersonnel permet l'allégorie. Or, la question cruciale que posent déjà les conférences sur l'avenir de nos établissements d'enseignement, en 1872, pardon, je me suis trompée, est celle de ce décalage historique, culturel, politique et social, jouant sur deux corps inverses. Nietzsche comprend ce déphasage et ses symptômes à partir d'une destruction de l'expérience vécue. La machinisation de la culture à l'ère de l'entreprise, pour reprendre ici les mots de Karl Reinhardt, rassemble les journalistes, ces dévastateurs actuels de l'esprit, selon l'expression de Burckhardt, et les historiens érudits, comme ces deux produits paradoxaux les plus propres. Les premiers dissipent les contenus scientifiques par leur élargissement, donc les journalistes. Les seconds, les philologues érudits, perdent de vue la finalité des savoirs et finissent par ressembler aux ouvriers spécialisés qu'emploie l'industrie. Je cite Nietzsche. Un savant exclusivement spécialisé ressemble à l'ouvrier d'usine qui toute sa vie ne fait rien d'autre que fabriquer certaines vis. Pour les uns, le savoir est fonction du nombre, les journalistes. Pour les autres, le nombre devrait être fonction du savoir, mais étant devenu dérisoire, les particules chez Homère n'occupent même plus vraiment Unrat, ce savoir a perdu le nombre. Reste donc une culture générale, sous le nom de laquelle l'État s'est finalement approprié toutes les formes de la pensée. Qu'est-ce qui rend possible une telle appropriation étatique de la culture? Quelle résistance peut-on y opposer? Telles sont déjà les questions qui hantent le jeune Nietzsche. C'est le dernier point relevé par Nietzsche approfondit ces questions. Perdre la culture classique qui s'ancrait dans un rapport rigoureux et contraignant à la langue, nommé dressage linguistique, en laissant chaque élève juger librement de ce qu'il apprécie dans un texte, de ce qu'il a envie d'en dire, de ce que son moi y reconnaît d'intéressant, c'est, dit Nietzsche, produire, je le cite, une jeunesse linguistiquement ensauvagée, die sprachlich verwilderten Jünglinge. La barbarie culturelle s'initie aussi dans les barbarismes langagiers.
Cette sauvagerie par la langue, Nietzsche l'a vu gagner du terrain à travers divers relâchements de l'éducation et entre tout premier lieu dans l'apprentissage de la lecture. Ce dernier repose sur un équilibre fragile entre l'épellation, le déchiffrement lent et la saisie synoptique des mots et des phrases. Tout le travail du philologue tient à cet équilibre, puisqu'une lettre peut suffire à changer le sens d'un mot. La question de savoir comment on passe d'un mot à une proposition, qui est une question philosophique primordiale, n'atteste-t-elle pas l'indissolubilité du lien de la philologie et de la philosophie? Qui prend au sérieux la littéralisation de la pensée, sinon le philologue? La philosophie n'est-elle en ce sens une philologie étendue? La pensée n'est-elle pas à la lettre près? La philologie développe en effet des procédures de lecture littérale rigoureuses qui peuvent s'appliquer à tout texte possible, sans référence exclusive aux œuvres de l'Antiquité. Dans une lettre à Paul Deussen du 22 juin 1868, Nietzsche explique comment lire Elaïtikon ou lire Eleatikon dans un manuscrit de Platon transforme le sens du texte. Et il ne se privera pas plus tard, surtout dans le Zarathustra, livre dont il a dit expressément qu'il était écrit à la lettre près, de signifier à son lecteur que l'arbitrage dans l'épellation des mots est la condition de l'intellection du sens de ce qui est énoncé. Il fait par exemple consonner tauschen, échanger, et täuschen, tromper, gerecht, juste, et gerecht, venger. On pourrait continuer. Nachgefühl et Rachgefühl, etc. Freinant par là non seulement la vitesse de l'œil lecteur, mais la reconnaissance du sens des mots. On comprend ainsi le prix d'une discipline qui éclaire, jusque dans leur matérialité alphabétique, les propriétés de la langue. Car les mots, Nietzsche n'aura de cesse de le dire, ne sont pas toujours pourvoyeurs de sens. Ils sont souvent présents à la place du sens. Ils barrent la route, effacent les problèmes, suggèrent l'existence de choses qui n'existent pas. Je cite le fameux avant-propos de Horov. La philologie est cet art vénérable qui exige avant tout une chose: se tenir à l'écart, prendre son temps, devenir silencieux, devenir lent, comme un art, une connaissance d'orfèvre appliquée aux mots. C'est en cela précisément qu'elle est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. C'est par là qu'elle nous attire et nous charme le plus fortement au sein d'un âge de travail, autrement dit, de hâte, de précipitation indécente et suante qui veut tout de suite en avoir fini avec tout. À l'ère de l'entreprise, c'est-à-dire dans une époque exclusivement préoccupée par le rendement et l'efficacité, le rapport à la lecture a considérablement changé. Mais Nietzsche veut comprendre comment lisent les hommes pressés et comment ce mode de lecture par survol a atrophié l'expérience constituée par la lecture authentique. Il tente de faire venir dans la langue les prémices de ce changement. Et il lui faut en conséquence revenir aux transformations qui se sont peu à peu imposées dans l'apprentissage de la lecture. En 1786, Peter Philom, un théologien professeur dans un lycée à Berlin, avait publié une méthode pour aider les élèves à exprimer par idée leurs écrits. Ce manuel commençait subrepticement déjà à dévaloriser le déchiffrement des lettres en réduisant celui-ci à la lecture mécanique afin de privilégier l'opération de synopsis instantanée. Je cite: « Seul sait lire celui qui, sans penser aux lettres particulières, supervise d'un coup d'œil des mots entiers et des phrases entières. » Peut-être Nietzsche n'avait-il pas connaissance de ce manuel, il saisit néanmoins très bien que dans la langue qui réfracte les bouleversements sociaux, tout a commencé par l'enseignement des lecteurs pressés. Ce lecteur pressé, il le caractérisera plus tard dans Par-delà bien et mal, aphorisme 192, je vous en lis un extrait. Un lecteur aujourd'hui ne lit pas intégralement, ap liste, les mots particuliers, encore moins les syllabes d'une page. Il en extrait plutôt au hasard quelque chose comme 5 mots sur 20 et devine, le sens qu'ont probablement ces 5 mots. La synopsis, ou la lecture globale, s'est substituée à la lecture intégrale. Nietzsche nomme lecture intégrale ablesen, le fait d'épeler, de déchiffrer, de tout lire,
après lettre, syllabe après syllabe, mot à mot, comme le faisait et l'enseignait le philologue classique. Comment un texte peut-il concerner un lecteur, sauf à le réfracter simplement en miroir, si la lecture n'est qu'une opération de projection ou d'anticipation d'un sens jamais constitué, ni même éprouvé, mais toujours prévu, prévenu. Quelle est la teneur de ce préfixe pré? Ce pré du prévoir, du prévenir, est la destruction du début de toute lecture, c'est-à-dire de la mise en suspens d'un but. La synopsis précipitée perd l'état de passion propre à la détermination d'une lisibilité préalable à toute reconnaissance possible du sens. La lecture est l'épreuve d'une écriture, d'une lisibilité, qui sont toutes deux irréductibles à la représentation d'un sens. Lire, c'est apprendre avec patience le retardement du sens par l'opacité, la consistance propre du lisible. Le vrai lecteur, le lecteur non pressé, est tiré vers une inconnue de temps, de la même façon qu'il l'induit. Il entre dans un procès, il s'y inscrit, il peut en déterminer l'enchaînement, mais le temps de sa lecture n'a pas d'autre certification que ce procès, car un livre ne cesse de se lire. Il fait abandonner tout espoir d'achèvement. Notre désir de savoir impliqué dans l'acte de lire est retourné par la lecture authentique au point où il prend langue. Entrer dans la lecture, et non plus l'éviter par survol, suppose que la subjectivité de notre désir s'expose à être transformée par les mots de l'autre, le livre, l'auteur, et que notre intimité se constitue en s'objectivant à l'état de mots. La lecture classique est pourvoyeuse d'expérience. Le diagnostic nietzschéen sur l'appauvrissement de l'expérience procède donc d'une réflexion portée sur cette mutation de notre rapport aux mots. Les lecteurs retiennent 5 mots sur 20, ils prophétisent le sens et ne sont plus traversés par les mots. La structure temporelle de cette lecture moderne est un futur présent. Un futur, le sens anticipé et non pas déchiffré, qui se projette dans la phrase comme seul présent de ce futur à venir. Cette structure circulaire où le futur s'attend lui-même dans le présent délivre un temps sans épaisseur qui éteint toute durée possible d'expérience et surtout toute confrontation à l'inconnu. On retrouve l'instant et l'information vide d'expérience, caractéristique du journalisme qui, chez Nietzsche, sert à désigner la pathologie exemplaire de notre rapport à la langue. Ce n'est pas uniquement la pression des événements qui change la réalité et l'époque, c'est tout autant son enregistrement par la lecture et l'écriture. Aussi, la massification de la culture et le devenir exsangue de l'expérience commune sont-elles perceptibles à même la lecture de l'homme moderne. Je cite un passage du Zarathustra 1, lire et écrire. Je hais les oisifs qui lisent. Celui qui connaît le lecteur, celui-là ne fait plus rien pour le lecteur. Encore un siècle de lecteurs et l'esprit lui-même va se mettre à puer. Que tout un chacun ait le droit d'apprendre à lire, voilà qui à la longue va gâter non seulement l'écriture, mais aussi la pensée. Pour Nietzsche, l'imposition du modèle de la lecture synoptique, l'exténuation du temps du déchiffrement, la précipitation et toutes les illusions connexes de la liberté du jugement et de l'autonomie du moi ont fait perdre de vue l'enjeu de la littéralité. Qui rature la lettre, perd l'esprit, dissout la pensée. Car une pensée ne se donne à lire que comme une expérience, que comme expérience et mémoire de ce qu'elle a en propre et qu'il est impossible d'anticiper. Je cite Nietzsche. Celui qui écrit avec du sang et en aphorisme, celui-là ne veut pas être lu, mais appris par cœur. La brièveté de l'aphorisme sert à résister au lecteur pressé. Il faut relire pour comprendre. Ce que l'intelligence de l'aphorisme requiert constitue l'antidote à toute précipitation, la mémoire. Le texte ne doit pas nous quitter. Il faut l'incorporer mot à mot pour pénétrer son essence.
espace non écrit, sous-écrit et la portée de ces harmoniques. Nous devenons alors des hommes de lettres. Tout notre être dépend de la lettre. On se souvient peut-être que Nietzsche signa un de ses textes de jeunesse, le fragment d'un récit intitulé Euphorion chapitre 1, F.W. von Mieszki, homme étudié en lettres, et qu'il signera plus tard une lettre à Overbeck consacrée à sa découverte de Dostoïevski, N. Homo illiteratus. Nietzsche se lit en lettres. Il écrit ce qui le lit, les lettres. La transsubstantiation est devenue chez lui scripturale et la transmission littérale. Ce point est décisif puisque Nietzsche renoue par là avec la tradition des humanistes de la Renaissance, promoteurs d'une culture inspirée de l'Antiquité, tels Ermolao Barbaro ou Leon Battista Alberti, selon lesquels l'homme s'accomplit par l'enseignement des lettres gréco-latines, la grammaire et l'éloquence. Je cite, « Nous différons des barbares, des bêtes et du vulgaire, en ce que nous avons des lettres, litteras habemus, tandis qu'ils n'en ont pas. » Jean-Paul, lui, dans la vie de Quintus Fixlein, 1796, opposait aux éducateurs chrétiens les maîtres de la transmission juive, les massorètes, génération de grammairiens et de ponctuateurs qui, à partir de signes mnémiques, avaient fixé les modalités de la lecture biblique pour en assurer la tradition. Je vous cite un passage de ce livre un peu fou de Jean-Paul. Quintus Fixlein prit place parmi les massorètes allemands. Il soulignait tout à fait justement dans sa préface que les Juifs pouvaient être fiers de leur massorat qui leur disait avec quelle fréquence chaque lettre se présentait dans leur Bible. Par exemple, l'Aleph a 42 377 fois. Combien il s'y trouve de versets où se rencontrent toutes les consonnes? Il y en a 26. Combien l'on avait de versets dans lesquels apparaissaient jusqu'à 42 mots et 160 consonnes? Quelle est la lettre du milieu dans chacun des livres? Dans le Pentateuque, 3e livre, Moïse 11,42, c'est le noble B, ou même dans toute la Bible. Mais nous autres chrétiens, où pouvons-nous montrer un massorète semblable pour la Bible de Luther? Il faut donc, selon Nietzsche, penser la constitution d'une transformation et la transformation de l'humanité par les lettres. Et cette constitution comme cette transformation devrait avoir pour tâche de ne pas reconduire la scission médiévale entre le clerc et le laïc au titre d'une division analogue entre l'homme cultivé, qui accomplit son humanité dans la culture, et l'homme inculte, voire entre le savant vainement érudit et la masse des malheureux hostiles à la culture. Je cite Nietzsche. La principale ligne de scission spirituelle du Moyen-Âge, celle du prêtre et du laïc, s'est immédiatement reformée de part et d'autre de cette nouvelle culture, Bildung. Cette ligne de scission est apparue sans avoir été portée par le peuple et a ainsi provoqué une cassure dont nous avons encore tous à souffrir. Depuis ce temps, il y a en Europe ceux qui sont cultivés et ceux qui ne le sont pas. Sans doute la réécriture poétique de la Bible par le Zarathustra, livre pensé à la lettre près, adressé à tous et à personne, n'est-elle pas sans rapport avec la tentative d'une nouvelle Bildung du peuple allemand par une langue poétiquement réformée? Je cite Nietzsche. La langue de Luther et la forme poétique de la Bible comme fondement d'une nouvelle poésie allemande, voilà mon invention. Reste, et c'est là décisif pour clore le diagnostic du jeune Nietzsche sur la disparition de la Bildung classique, qu'il est impossible de ne pas saisir que la lecture des hommes pressés est solidaire d'une industrialisation qui a aussi gagné le commerce des livres. Schopenhauer l'avait déjà compris, je le cite. Ce serait bien d'acheter des livres si l'on pouvait acheter le temps de les lire, mais on confond le plus souvent l'achat des livres avec l'assimilation de leur contenu. Et Schopenhauer cernait très bien aussi la compulsion de nouveauté qui s'était emparée de la lecture dans la classe bourgeoise industrielle. Cette dernière, ayant besoin de renouveler ses sujets de conversation, sans voir ses préjugés malmenés, se plaît à la répétition du même sous des versions toujours nouvelles. Répétition du survol, à quoi Nietzsche opposera plus tard la nécessité de la rumination, c'est-à-dire d'une répétition propre à la digestion et à l'incorporation. Je cite encore Schopenhauer. De même que le corps s'assimile ce qui lui est similaire, chacun retient ce qui l'intéresse, c'est-à-dire ce qui convient à son système d'idées ou à ses objectifs.
Des objectifs, chacun en a, mais quelque chose qui ressemble à un système d'idées, bien peu de gens en possèdent. Aussi ne prennent-ils un intérêt objectif à rien. Et voilà pourquoi, de leur lecture, rien n'a pris racine, ils ne retiennent rien. Bilan du diagnostic. Quel pourrait être donc le bilan du diagnostic nietzschéen et de quelle manière le jeune professeur de philologie envisage-t-il la fin d'un certain type d'homme à travers l'extinction de la culture classique? Pour ne plus abuser de votre temps, je résumerai ce bilan en 2 points qui sont pour moi davantage des objets de réflexion à venir qu'à proprement parler des conclusions. Je les soumets d'autant plus à votre critique, comme du reste l'ensemble de ce que je viens d'exposer, évidemment. Le premier point du bilan concerne le problème de l'état culturel. Que faire de la culture et de l'émancipation dans une époque où, selon les mots de Burckhardt, notre vie est devenue une affaire quand autrefois elle était une existence? Ce qui intéresse le jeune Nietzsche, c'est pourquoi et comment les 3 facteurs de l'histoire, selon les mots de Burckhardt encore, c'est-à-dire l'État, la religion et la culture, ont perdu leur coexistence équilibrée, caractéristique des périodes de haute culture, pour voir s'imposer l'unique hégémonie de l'État. L'État s'est approprié la pensée sous le nom de culture et a capté l'énergie résiduelle des combats antireligieux pour se constituer en idole nouvelle. Cette double captation a tiré l'efficacité de son piège à partir de la fatigue liée à la mort de Dieu et de la fausse conscience qu'a servi la culture. L'état culturel et sa puissance d'idole n'ont aucune légitimité à se présenter comme la figuration d'une souveraineté populaire, puisqu'il procède de la dissolution du peuple en masse, comme de la lassitude et de la réactivité associées à la mort de Dieu. Il résulte de ce diagnostic une ligne doctrinale dont Nietzsche ne se départira pas. L'humanité à éduquer, à émanciper, la souveraineté à reconquérir sont au-delà de l'État moderne. Je cite Nietzsche. La culture et l'État, qu'on ne s'y trompe pas, sont antagonistes. État culturel, Kulturstaat, ce n'est là qu'une idée moderne. Toucher le pourquoi de la soumission à l'État, détailler ce pourquoi dans des raisons économiques, le triomphe des fins de la production industrielle et de la consommation, et idéologique, la fausse conscience reportant la culpabilité des asservisseurs sur les asservis, c'est permettre une sortie de la modernité, mais c'est aussi libérer, fût-ce négativement, un nouvel horizon pour l'émancipation. Cette émancipation par rupture avec la modernité politique demande à être comparée avec les textes marxistes de l'époque. Car même s'il semble avéré que Nietzsche n'a pas lu Marx, il a néanmoins lu très tôt Düring, Lassalle et aussi Blanqui, qu'il a découvert par le livre de Lange. La sortie hors de la modernité politique, le jeune Nietzsche ne l'élabore pas encore, mais il la pense par rupture et non dialectiquement. Il lui donne pour levier la puissance d'émergence et de transformation de la jeunesse, ainsi que l'autorité des génies, des éducateurs, capables de réactiver les traces du passé pour innerver le présent d'une force d'avenir. Le rapport du jeune philologue humaniste à la politique se donne ainsi d'emblée dans la façon dont le problème de l'état culturel peut être court-circuité de l'intérieur de l'éducation. Le second point du bilan sera plus bref. Il tient à l'affirmation nietzschéenne d'une transfiguration nécessaire de l'individualité que le philologue-philosophe envisage à partir d'un rapport à renouer avec la langue et par conséquent avec la lecture. Jusque dans le crépuscule des idoles, Nietzsche ne cessera de dire que les éducateurs sont perdus, que les éducateurs des éducateurs font défaut. Mais comme Annan Kestenay dans La déploration de la perte, Nietzsche envisage d'apprendre à ses lecteurs à regagner par la lecture un rapport littéral et émancipateur à la langue. Cet enseignement destiné en droit à tous, Nietzsche le conçoit à partir d'un art d'écrire que ses livres ne feront que développer et amplifier. L'enjeu de cet art d'écrire, qui fera dire à Nietzsche dans Ecce Homo, on ignorait avant moi ce que l'on peut faire avec la langue allemande et ce que l'on peut faire avec le langage en général. C'est donc un art qui dévoile une dimension politique inouïe
de la capacité du langage à préparer des possibilités nouvelles. En un mot, ce qu'annonce la lutte du jeune Nietzsche contre l'effondrement de la culture classique et contre la disparition d'un type d'humanité est l'invention d'une stratégie non dialectique, non contradictoire du contre, mais une volonté de transfiguration de l'individu confiée pour partie à la capacité politique du langage. Nietzsche, philologue, donne ainsi à la philosophie le lieu le plus propre à son combat pour une sortie hors de la modernité de l'état culturel, c'est-à-dire de l'état idolâtré d'avoir su capturer à son profit les dernières énergies anti-religieuses et le premier capital de l'industrialisation. Ce lieu, transféré de la philologie à la philosophie, est le langage comme puissance archipolitique des transformations. Je vous remercie de votre attention.